Est-ce que c'est parce qu'on a les dents jaunes qu'on est sale? Et brosse à dents électrique ou manuel? Et comment on fait pour bien se brosser les dents? Et la tétine chez les enfants? Bienvenue à Let's Go, le podcast de la Maison Médicale sur l'Est. Bonjour et bienvenue au deuxième podcast de la deuxième saison de Let's Go for Health. Aujourd'hui, un podcast super intéressant, en tout cas pour moi, parce que toute ma famille est dentiste. Mes deux parents sont dentistes. Mon grand-père espagnol est dentiste. Ma grand-mère belge est dentiste. Mes deux frères et ma sœur sont ou bien dentistes ou bien en cours de devenir dentistes. Et ma grand-mère espagnole était assistante de dentisterie. Donc c'est vraiment le sujet de ma famille, quoi. Très bien. Comment ça va? Très bien, très bien, très bien. Donc aujourd'hui, on reçoit Jean-Philippe Goetver, qui est dentiste à Dinan, c'est ça, à Dréance précisément. Tout à fait. Et donc on va te poser plein de questions sur l'hygiène dentaire, quels aliments sont bons, pas bons pour les dents, etc. Ok. On commence par la base. Quand est-ce qu'il faut se brosser les dents? Quand est-ce qu'il faut se brosser les dents? Je pense que, en théorie, si on se brosse une fois les dents par jour, mais correctement, c'est suffisant. Dans la pratique, on conseille évidemment de se brosser deux fois les dents, minimum deux fois par jour, le matin et le soir. La question qu'on pose souvent, c'est avant le déjeuner ou après le déjeuner. L'idéal, c'est de se brosser les dents et que les dents restent sans plaque dentaire pendant une longue période. Donc le soir, vous brossez les dents juste avant d'aller dormir. Donc vous restez toute la nuit sans avoir, normalement, si vous avez bien brossé, de bactéries en bouche. Et le matin, pareil. Il y a juste la question de, pour les personnes qui prennent du jus d'orange, qui peuvent être un peu acides, il faudrait idéalement attendre une demi-heure avant de se brosser les dents. La raison, c'est que en bouche, toute présence d'acidité provoque une déminéralisation qui est microscopique, bien sûr, on ne le voit pas à l'œil nu, de l'émail des dents. Et dans la demi-heure qui suit, la salive va neutraliser cet acide. Ouais. Donc si on se brosse les dents juste après avoir bu du jus d'orange, en théorie, on peut accentuer cette déminéralisation. Bon, ça c'est la théorie. En pratique, moi personnellement, je me brosse les dents après le déjeuner pour avoir les dents propres pendant toute la matinée, pendant que je travaille, etc. Et brosse à dents électrique ou manuel? Pareil, je pense qu'on peut avoir un très bon brossage, quelle que soit la brosse à dents. Il faut la bonne technique. En pratique, on voit que si on utilise une brosse à dents manuelle et une brosse à dents électrique pendant la même durée, on aura un meilleur résultat avec la brosse à dents électrique. Effectivement, vous connaissez tous la brosse à dents électrique, tout le monde pense à l'Oral-B avec son petit mouvement de rotation et de les pubs à la télé, oui. Évidemment, si on essaye de faire ça avec une brosse à dents manuelle, on n'arrivera pas à une telle vitesse, une telle puissance. Donc, je conseille fortement la brosse à dents électrique. Et le plus important, c'est évidemment de brosser correctement. Parce qu'on se dit se brosser les dents. En fait, on devrait dire se brosser les dents et la gencive. Ah oui. Parce que beaucoup de personnes, de patients disent « Ah, je me brosse les dents, mais je n'ose pas toucher la gencive, sinon ça saigne. » C'est justement l'inverse. Il faut brosser les dents et la gencive. Si ça saigne, c'est que ça ne va pas, en fait. Et si ça saigne, c'est que la gencive est malade. Et donc, ça ne va pas. Et comment on fait pour bien se brosser les dents? Avec une brosse à dents électrique, il suffit de mettre la tête à cheval sur la dent et sur la gencive. Et la brosse à dents va faire son petit mouvement de rotation et brosser la gencive et la dent. Si c'est une brosse à dents manuelle, on fait la même chose. Il faut l'appliquer à cheval sur la dent et sur la gencive, faire dans le secteur antérieur faire des mouvements circulaires, à l'arrière faire des petits mouvements horizontaux, mais en inclinant les poils de la brosse à dents vers la gencive. Des grands brossages à la va-vite comme ça passe d'une dent à l'autre, ça ne va pas nettoyer dans les interstices. Et une consoeur à toi m'a dit qu'il fallait passer aussi le fil dentaire de temps en temps. Et qu'est-ce que tu en penses? Il y a donc la brosse à dents, le brossage avec une brosse à dents, c'est la base de l'entretien de la bouche. On peut compléter ce brossage par deux choses, le fil interdentaire et les brossettes interdentaires. Le fil interdentaire, il va aller nettoyer les surfaces entre les dents. Donc c'est vraiment pour nettoyer la place entre les dents, les surfaces dentaires. Les brossettes interdentaires, elles vont aller nettoyer le petit espace qu'il y a, comme les dents sont triangulaires, il y a un petit espace triangulaire qu'on peut voir, et puis avec l'âge, cette gencive peut remonter et laisser apparaître des espaces un peu plus grands, et ces espaces doivent être entretenus. Fil interdentaire, évidemment, pour bien le manipuler, c'est pas facile. Donc, moi, je conseille souvent aux patients plus facilement la brossette interdentaire.
que je conseille d'utiliser au moins une fois par jour. Du coup, en t'écoutant, j'ai l'impression qu'entre une brosse manuelle et une brosse électrique, le mieux c'est de se brosser les dents tout court. Ah oui, évidemment. Oui. De toute façon, de se brosser les dents. Mais moi, je conseille fortement la brosse à dents électrique parce que pour le même temps de brossage, on a un meilleur résultat. Mais oui, et bain bouche, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les bains de bouche, parce qu'il existe différentes sortes de bains de bouche. Les bains de bouche que l'on connaît classiquement, l'isobétadine, l'extril, le corsodil, tout ça, ce sont des bains de bouche désinfectants qui sont à utiliser en période aiguë. Donc, quand on a subi une petite intervention, un détartrage, etc., c'est quelque chose ou après une extraction dentaire, qui va être, donc ces bains de bouche vont être utiles pour désinfecter localement les zones où on est intervenu. À utiliser quotidiennement, ça n'a pas d'intérêt. Ok. Ça n'a pas d'intérêt. Ça ne va rien apporter et ça ne va pas remplacer le brossage dentaire. Il existe ce qu'on appelle des eaux buccales, Listerine, etc., qui sont plus... oui, voilà, c'est pas des bains de bouche, c'est des eaux buccales qui vont donner un agrément, un confort, une bonne odeur, etc. Mais de nouveau, ça ne va pas remplacer le brossage dentaire, le brossage mécanique qui enlève la plaque dentaire. Et à partir de quel âge il faut commencer à se brosser les dents? Dès qu'il y a des dents. Dès qu'il y a des dents. Alors, évidemment, quand les enfants sont tout petits, il faut que ce soit les parents qui fassent l'entretien des dents. Il suffit de prendre l'enfant sur ses genoux et de lui brosser, jouer avec la brosse à dents. Comme ça, l'enfant est habitué à se brosser les dents le matin et le soir. Évidemment, c'est les parents qui doivent le faire au début. Et tout doucement, quand l'enfant grandit, laisser l'enfant le faire lui-même, puisque les parents ne vont pas lui entretenir les dents jusqu'à 30 ans. Il y a un âge où on peut les laisser plus facilement Ça dépend un peu de la dextérité des enfants et comment on apprend aux enfants. Donc ça vaut peut-être la peine de repasser après eux, vérifier, voir s'il y a encore de la plaque dentaire. Il existe d'ailleurs des petits bonbons qui colorent la plaque dentaire. Ah oui, j'ai utilisé ça quand j'étais petit. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose qui peut aider les parents. Laisser l'enfant se brosser les dents, dire on va vérifier si tu as bien brossé. L'enfant croque dans ce bonbon, il crache, il rince, il voit qu'il y a encore il a plein de taches, rouge ou bleu, peu importe la couleur, et il sait repasser et aller nettoyer là. Donc ça, ce sera un apprentissage qui sera... On devrait faire ça pour Place aux enfants. Ah ouais, ça peut être une parce bonne... qu'on va accueillir des enfants en octobre qui vont venir un peu visiter la maison médicale. Et l'année passée, on avait un couple de dentistes qui était venu. Et c'est vrai qu'on pourrait acheter les bonbons et leur faire se brosser les dents. Mais oui, ça coûte rien en plus. Ça coûte rien, voilà. Ah ouais, on va faire ça. Donc s'ils n'ont pas bien brossé leurs dents, il y a... Ça colore la plaque dentaire résiduelle. Une question qu'on a oublié de poser, mais quel dentifrice il faut choisir? Alors, si on n'a pas de problème particulier au niveau des dents, peu importe le dentifrice, à la limite on pourrait même se brosser les dents sans dentifrice. Le dentifrice c'est un savon, vous lavez avec de l'eau, vous mettez le savon, ça nettoie mieux. C'est pas le même principe. Donc tous les dentifrices qui sont vendus en grande surface qui contiennent du fluor, ça c'est important. Voilà. Après s'il y a des problèmes spécifiques, des sensibilités dentaires parce qu'il y a des déchaussements, là il existe des dentifrices plus spécifiques comme le Sensodyne, l'Elmex qui visent à désensibiliser les dents. Les gens qui ont des problèmes de gencives, qui saignent facilement, on a tout ce qui est parodontax et encore d'autres dentifrices. Là, ils sont plus spécifiques. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de problème, un dentifrice classique de grande surface qui contient du fluor, bien sûr, est suffisant. Tous les combien de temps il faut voir un dentiste? Je pense minimum une fois par an. Minimum une fois par an pour que le dentiste vérifie s'il n'y a pas de présence de caries, s'il n'y a pas de présence de tartre et aller l'éliminer éventuellement. Et en fonction de la quantité de tartre, parce que pour ça, on n'est pas... Mais c'est quoi en fait exactement le tartre? Le tartre, c'est du calcaire. Okay. Le tartre, c'est simplement du calcaire. Vous laissez goûter un robinet dans votre baignoire, vous avez une trace de calcaire qui se dépose, c'est la même chose. Le calcaire vient de la salive et va se déposer là où il y a de la plaque dentaire. Donc, si on élimine complètement la plaque dentaire tous les jours, en théorie, on ne devrait pas avoir de tartre. Malheureusement, on n'est pas égaux face à ce tartre et cette plaque dentaire. Donc certaines personnes ont une salive qui contient plus de calcaire et donc vont avoir plus de dépôts que d'autres. Donc ces personnes-là, on va peut-être leur conseiller de venir 2 fois par année pour faire 2 fois une élimination de cette plaque dentaire et sanifier la gencive. Tu dois laver ta salle de bain, c'est un peu le même principe. Si tu le fais pas souvent... Il faut gratter. Par an, il faut passer au Karcher. Ça va. Quels aliments sont bons pour les dents ou
et à l'inverse, mauvais. Donc, commence peut-être par les bons. Par les bons, je vais commencer par les mauvais. Les mauvais? Oui, parce que après c'est plus simple à comprendre. Mais les mauvais, tout le monde le sait, c'est le sucre. Pourquoi le sucre? Parce que le sucre les bactéries restantes en bouche vont utiliser le sucre pour former des acides. Cet acide va attaquer, comme je l'ai dit, l'émail des dents. Donc on a superficiellement une déminéralisation. Et dans la demi-heure qui suit, la salive va neutraliser cet acide et reminéraliser la dent. Donc, d'où l'importance c'est pas la quantité de sucre, mais c'est la fréquence de sucre. Ok. Il vaut mieux manger, je dis toujours à mes patients, mais c'est pas bon pour l'organisme, 1 kg de sucre en une fois que 100 grammes de sucre en 20 fois sur la journée. Ah oui, parce qu'il va tout le temps dans la Chaque bouche. fois, il y a tout le temps du sucre. Donc le pire, c'est les personnes qui Grignotent. grignotent ou qui consomment des boissons sucrées, soda, coca, etc. à longueur de journée. Et là, c'est la catastrophe. Ouais, quand j'étais en pédiatrie, j'ai fait un travail sur le Movicol. Parce qu'en fait, le Movicol, c'est un sucre à longue chaîne Ouais. que nous, on ne digère pas, donc c'est pour ça que ça donne des diarrhées. Ouais. Mais en fait, les bactéries de la bouche, elles arrivent à le digérer. Et en fait, les médecins, on oublie toujours de dire qu'après avoir pris du Movicol, il faut se brosser les dents. Parce qu'on a fait des études, on s'est rendu compte que les enfants qui prenaient souvent du Movicol parce qu'ils avaient des problèmes de constipation, Ouais. ils avaient plein de problèmes de polycarie dentaire. Ouais. Ouais. Et les enfants qui prennent du coca dans les biberons, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je vais terminer parce que je vais y arriver. Ah oui, oui, oui. Donc, le sucre, ça c'est vraiment le pire ennemi des dents, et la fréquence de sucre, donc pas la quantité. Et le deuxième, c'est l'acide. Donc, toutes les boissons acides, tous les sodas acidulés, etc., les bonbons acidulés, enfin tout ce qui est acide, ben, fait le même effet que le sucre. Ah ouais, on y est. Donc, consommation de soda sucré et par la même occasion les boissons énergisantes qui sont très acides. De nouveau, la fréquence, ben voilà, que l'on mange du sucre à chaque repas, un dessert, ok, ça ne posera jamais de problème, avec un bon brossage adapté, mais grignoter toute la journée ou boire toute la journée des boissons sucrées, acidulées, ben voilà. Faut boire de l'eau. Idéalement, voilà. les boissons zéro, Ah oui. comment- Coca zéro. Coca zéro, etc. Ah oui, c'est vrai. Ok, moins de sucre, c'est de l'aspartame à la place. Donc, point de vue sucre, on a peut-être moins d'effet, mais c'est acide. Donc, on a le même. Oui, donc le problème reste le même. Le problème reste le même. Ah oui, c'est vrai, ça, j'avais pas pensé. Ouais. Ok. Et bah, du coup, miel dans la tétine, je suppose que ça, c'est une catastrophe. Catastrophe, hein. Ça, c'est la catastrophe. Catastrophe. Ça m'étonne pas. Ça, c'est parce qu'en plus, les enfants deviennent accros à leur sucre pour aller dormir ou chaque fois qu'ils prennent la tétine. Ça, il y a du sucre en permanence le long des gencives et ça fait des polycaries rampantes. C'est catastrophique. Est-ce que c'est parce qu'on a les dents jaunes qu'on est sale ou il y a des gens qui ont les dents jaunes naturellement? Alors, il y a deux choses. Il y a la couleur intrinsèque d'une dent. Bon, tu as les cheveux blonds, tu as les cheveux bruns, ben, tu as les dents qui sont plus ou moins blanches, ça c'est, je veux dire, l'hérédité. Après, il y a l'entretien, évidemment. Les dents qui sont moins bien entretenues, ben, la plaque dentaire, ça se colore en jaune, c'est pas très joli. Et puis, il y a les habitudes alimentaires. Ceux qui consomment beaucoup de café, de thé, il y a des colorations qui se déposent sur les dents. Souvent, ça donne un effet un peu jaunâtre qui n'est pas très, très joli, mais qui est réversible dans le sens où on sait polir et faire partir ces colorations de surface. Le tabac, ben ça va colorer encore plus, et à la longue, ça s'imprègne dans les dents, on ne sait plus récupérer. Et qu'est-ce que vous pensez des blanchissements qu'on trouve? Il y a plein de solutions magiques sur Internet. Alors le blanchiment dentaire, ben, ça fonctionne bien. Il y a deux catégories, ce qui est vendu en vente libre, et généralement ce sont des produits qui contiennent un pourcentage moins important de produits actifs, parce que c'est en vente libre. Si vous allez chez le dentiste, vous aurez des produits qui sont un peu plus concentrés, donc un peu plus efficaces, et maîtrisés et suivis par le dentiste en cas de problème ou de sensibilité qui pourrait apparaître suite à l'utilisation. C'est juste esthétique, quoi. Ah oui, c'est juste esthétique. Au niveau dentaire, ça ne pose pas de problème. Évidemment, pour pouvoir faire un blanchiment, ben, il faut d'abord repolir les dents, retirer les colorations initiales du thé, du café, de la cigarette, et puis faire un blanchiment. On va repartir d'un niveau de blanc plus clair, mais les dents vont continuer à vieillir et se recolorer avec les habitudes existantes auparavant, café, thé et cigarette. Donc, certains patients qui fument, je leur dis, ben, on peut faire un blanchiment, mais à long terme, ça ne va pas donner grand-chose, quoi, hein.
Et à part pour la couleur des dents, pour la santé des dents, de la bouche en général, le tabac influence aussi? Alors, oui, donc le tabac va influencer plusieurs choses. Déjà, les obturations qu'on a réalisées dans la bouche des patients, les obturations, elles ont une certaine durée de vie. Une obturation, c'est quoi? Un plombage. Oui, oui, ok, ça va. Un plombage, il peut être métallique. Enfin, maintenant, en théorie. C'est remplir un trou qu'il y avait dans une Voilà, dent. il y a une carie, on retire la carie, on remplit on rebouche ce trou, cette carie. Ouais. Après avoir retiré la carie, évidemment, on rebouche ce trou avec différents matériaux. Le matériau qu'on utilise couramment actuellement, c'est des composites. Ouais. Anciennement, on utilisait des plombages métalliques. Tout le monde a eu des petits plombages. C'est interdit à l'heure actuelle, donc on ne peut plus utiliser ces matériaux-là. Donc, mais le composite, lui, s'use. Donc je compare toujours les plombages aux pneus d'une voiture. C'est quelque chose qui s'use, que vous reliez vite ou lentement, ça finit assez, il faut les remplacer. Votre garagiste dit attention, vous avez les pneus lisses, il faut les remplacer. Mais les plombages, c'est la même chose. Et ces plombages vont s'user plus ou moins vite en fonction des habitudes de brossage, des qualités de brossage et des habitudes alimentaires et du tabac. Le tabac va va user beaucoup plus vite les joints de ces obturations qui deviennent perméables et donc la salive s'infiltre, les bactéries s'infiltrent et puis la carie peut reprendre en dessous d'un plombage. Okay. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le tabac va influencer et abîmer les gencives. Ah oui. En fait, c'est vrai qu'on le voit, hein, les gens qui prennent du tabac avec plus creusé, c'est ça, non? Pas vraiment. Oui et non. Disons que ce qui se passe, c'est que quand vous avez de la plaque dentaire en bouche, la plaque dentaire se dépose le long des gencives et cette gencive va être enflammée. Donc elle saigne plus facilement, elle est plus rouge, elle peut faire mal. Et tous ces symptômes de maladie de la gencive sont camouflés chez ceux qui fument. Donc tous ces symptômes sont amoindris. Et donc on a l'impression d'avoir une gencive qui va bien, et en fait les problèmes sont existants et cette gencive va se descendre de niveau, l'os qui soutient la gencive se résorbe progressivement et on a un déchaussement des dents. Et donc on peut perdre plus facilement les dents? Voilà, donc, oui. Ah ouais. Donc ça c'est vraiment la conséquence directe. En cas d'intervention, bon, si on veut placer un implant chez un patient, donc un implant c'est une racine artificielle qu'on va mettre à un endroit pour remplacer une dent qui a été perdue et pouvoir reconstruire une dent sur cette racine. En gros, on met une vis et on tape une fausse dent dessus, quoi. Oui. Voilà, en gros, voilà. Simplifions. Et pour placer évidemment cet implant, cette vis, donc on fait un pertuis, un trou dans l'os, on met cette vis et l'os, en cicatrisant, va emprisonner cet implant, cette racine artificielle, et comme ça on va pouvoir reconstruire. Le taux de réussite en moyenne, statistiquement, on a un taux d'échec de 3 à 5%, et chez les fumeurs, on va passer peut-être à 40 ou 50% d'échec, parce que la cicatrisation est moins bonne. Juste parce qu'ils fument, quoi. Ouais. Alors ça dépend la quantité. Ceux qui fument un paquet par jour, ceux qui fument 3 cigarettes par jour, on n'aura pas le même effet. Ouais. Et donc je reviens aux aliments bons pour la santé, enfin pour la santé des dents. Mais tout ce qui n'est pas sucré, acide. Voilà, tout ce qui n'est pas sucré, acide. Et que je pense aux aliments industriels qui sont maintenant plus mous, plus facile à manger. Est-ce que ça a un impact sur nos dents, sur la mâchoire? Je vais dire, je suppose que oui, parce que si on regarde nos ancêtres préhistoriques, ils avaient des dents sûrement plus costaudes que les nôtres, et ils avaient des dents de sagesse, et je dis, la fonction crée l'organe, et inversement, la non-fonction fait disparaître l'organe. Les dents de sagesse actuellement n'ont plus beaucoup d'utilité et dans beaucoup de cas sont mal positionnés. On doit les enlever avant vers 20 ans, 22 ans. Voilà, ça arrive de plus en plus. Moi, je pense qu'il m'en reste une. Et donc, après, sur la position des dents, on peut supposer qu'à la longue, on dégénère un peu, quoi.
Oui, la taille de la mâchoire peut-être. Peut-être. Aussi. Ça, voilà, j'ai On pas voit de plus en plus j'ai pas de référence. des appareils, mais enfin, c'est peut-être parce que c'est nouveau On- maintenant. oui, je veux dire, on y fait peut-être plus attention maintenant sur l'alignement des dents, sur l'esthétique. Voilà, on y apporte peut-être plus d'importance qu'avant. Et la tétine chez les enfants? Alors, tétine, ça a du bien, je pense, pour les parents, pour avoir des moments de repos. Et il faut arriver à la supprimer à un moment donné. Généralement, on dit vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. L'idéal, c'est bien de la supprimer. Parce que la tétine implique une interposition de quelque chose en bouche, entre le palais et la langue. Et donc, les enfants ne serrent plus les dents. Et donc, c'est important de pouvoir serrer les dents. C'est important que la langue prenne sa position, parce que la langue a tendance à écarter les dents et pousser les dents vers l'extérieur, ce qui permet la croissance des mâchoires. Le fait d'interposer une tétine, mais la langue n'a plus cette fonction lors de la croissance de l'enfant et de la mâchoire, de pousser les dents vers l'extérieur pour permettre l'engrainement et la croissance correcte de la mâchoire. On voit d'ailleurs les enfants qui gardent une tétine trop longtemps ou un pouce, une béance antérieure, les dents, quand ils serrent les dents, les dents du haut et les dents du bas, dans la position antérieure, ne se touchent pas. En quoi la santé bucco-dentaire influence la santé globale? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'organisme contient des bactéries. Et ces bactéries sont en symbiose, en équilibre avec le système immunitaire. Donc ça, c'est quelqu'un qui est sain. Cet équilibre, évidemment, il peut être cet équilibre peut être Perturbé. Voilà, je cherchais le mot. Cet équilibre peut être perturbé par différentes choses, que ce soit la présence de diabète, une mauvaise alimentation, l'alcool, le tabac, et l'hygiène bucco-dentaire. Parce que toutes les bactéries qui se retrouvent en bouche passent dans le sang. Donc le fait d'avoir plus de bactéries dans le sang peut évidemment déséquilibrer l'équilibre de départ, peut augmenter le niveau d'inflammation. Certains organes comme le cœur, les articulations sont plus sensibles et ont des récepteurs face aux bactéries que l'on trouve en bouche. Et donc toutes ces bactéries qui peuvent rentrer en plus dans le corps vont tendre à augmenter l'inflammation et diminuer l'état général, le bon état général. C'est vrai qu'on parle tout le temps du microbiote intestinal, mais pas vraiment du buccal. Donc, Et c'est important. très important, très important. Il y en a des preuves. Les personnes qui ont suivi des interventions cardiaques pour une valve cardiaque ou des interventions au niveau d'une articulation, des prothèses de hanche, de genou, puisque tu es kiné, tu as sûrement revalidé ces patients-là. Généralement, les patients qui ont une prothèse de hanche, dans les 2 premières années, on conseille chez le dentiste de prendre des antibiotiques préventifs avant une intervention, comme un détartrage qui peut être sanglant s'il y a beaucoup de tartre, etc. On le fait souvent. Même chose au niveau cardiaque. Voilà. On met de valves artificielles. Voilà, on met une prévention antibiotique avant de faire une intervention au niveau de la bouche. Donc ça veut dire que tout ce qu'on fait dans la bouche passe dans le sang. Après, l'histoire nous l'a aussi montré. Hein. Tous les anciens pharaons en Égypte, tous les rois qui mangeaient plein de choses sucrées, en fait, comme nous maintenant, ils mouraient très jeunes. Parce ou bien ils n'avaient plus de dents, du coup ils ne savaient plus manger, ou bien ils finissaient par choper des infections. Oui, voilà. Ouais. Ils souffraient tous de douleurs dentaires, les anciens riches. C'était les seuls qui mangeaient du sucre. En fait, maintenant, tout le monde mange du sucre. On a tous des problèmes que les anciens bourgeois avaient, quoi. Et pour la mauvaise haleine, des conseils? La mauvaise haleine, qu'est-ce que c'est? Ça peut venir de plusieurs choses. Au niveau, ça peut venir de reflux intestinaux, mais dans 90% des cas, ça vient de la bouche. L'accumulation de plaques dentaires, présence de tartre, avec des gencives qui s'affaissent, et donc on a des bactéries, comment on appelle ça, anaérobies. Quoi, au niveau des œsophages? Non, au niveau des gencives, et tout ça peuvent donner une mauvaise haleine. Donc une mauvaise haleine, c'est sûrement un signe qu'il y a un problème dentaire. Une carie dentaire, même chose, c'est rempli de bactéries et ça sent pas très bon. Voilà, donc
Donc la première chose à faire, c'est pas aller voir le gastro-entérologue pour des reflux, je pense que c'est d'aller voir le dentiste, éliminer toute la plaque dentaire, le tartre, les caries, les dents qui sont parfois à ras de gencive et voilà, sous forme de chicot. Et voilà, tout ça, c'est la première chose à faire pour éliminer la litose. Un enfant, c'est à partir de quel âge qu'il va faire une visite chez le dentiste? Alors, généralement, on conseille vers l'âge de 2 ans, 2 ans et demi. À un âge où il a déjà des dents et de préférence où il n'a pas encore de problème dentaire. Parce qu'un enfant qui a mal aux dents, qui va pour la première fois chez le dentiste, il découvre un environnement qu'il ne connaît pas, une personne qu'il ne connaît pas, avec des instruments qu'il n'a jamais vus, bah, il est terrorisé. Tandis que s'il est allé chez le dentiste, quand ils sont tout petits, qu'est-ce qu'on fait? On compte les dents avec eux, on leur montre avec le miroir, comment brosser, etc. Et donc, ils connaissent la personne, ils connaissent le lieu, quelqu'un qui Mais oui, ils ont moins peur, ils sont habitués. S'il y a un souci qu'il faut faire un soin, ils ont déjà 3 stress en moins par rapport à la situation. Mais moi, j'aimerais finir avec une question qui parle un peu de ce que vous venez de dire. Est-ce que vous aurez un conseil pour les gens qui ont peur d'aller chez le dentiste? La peur du dentiste. La peur du dentiste. De la Souvent, c'est hérité, fraise. en fait. C'est parce que les parents transmettent la peur. J'en ai tous les jours qui me disent j'ai peur d'aller chez le dentiste. C'est vrai que parfois ça fait mal, mais bon, ça dépend. Peut-être que. Évidemment, moins on y va, plus il y a à faire. Mais oui, Oui. du coup, plus on a peur. C'est un cercle vicieux. On a je pense au cabinet, on a des techniques pour endormir quasiment sans douleur. Mais bon, les patients sont quand même stressés avant de venir. Donc, se faire accompagner peut-être, il faut vaincre un peu sa peur, faire un peu de respiration pour arriver à se décontracter. Certaines personnes tellement stressées prennent parfois un peu d'anxiolytique pour venir. Voilà, il faut oser aller. Il faut oser aller. Je pense qu'il faut le dire au dentiste. Moi, c'est une question que je pose souvent au dentiste. Vous avez peur d'aller chez le dentiste. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur d'avoir mal? Vous avez peur de la piqûre? Vous avez peur de quoi? Et donc, on peut leur expliquer, on peut leur adoucir les moments où ils ont peur pour essayer de Parce que c'est marrant, parce que moi, mes frères, ils sont en train de... Il y en a qui sont encore à l'UNIF, qui sont en train de devenir dentistes, donc ils ont moins l'habitude. Et au final, parfois, je peux avoir une gêne, mais c'est jamais douloureux, quoi. S'ils doivent travailler dans ma bouche une fois qu'ils sont endormis, c'est comme une jambe qui s'est endormie quand on s'est endormi dessus sous le côté, ça va, quoi. Mais bon. Voilà. Peut-être résumer en 1 minute un conseil que tu donnerais à nos patients pour avoir une bonne hygiène dentaire. Si tu devrais résumer ça. La première chose, c'est avoir un bon brossage de dents. Ça s'apprend chez son dentiste ou chez l'hygiéniste dentaire. Ça, c'est vraiment la base. Faire attention un peu à son alimentation pour répartir les moments sucrés à des moments précis de la journée pour ne pas l'étaler sur toute la journée. Voilà, avoir une alimentation saine, je pense que c'est toujours bon pour tout. Et faire au moins une visite par an. Et si on peut remettre la bouche en ordre et faire la visite par an, après on n'a plus qu'un contrôle à faire par an, une fois de temps en temps un petit truc à réparer. Ça devient moins compliqué et plus agréable d'aller chez le dentiste. Ok. Allez, super. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir regardés. N'oubliez pas, on est dans tous les réseaux sociaux et maintenant, une fois par mois, on apparaît dans le programme de télé Sa Papille. Donc, allez regarder tous les vendredis à 19h sur ma télé. Merci, bonne journée. Merci.